Ok, bon, on va démarrer, comme ça on va présenter tranquillement la CPTS, ça laissera Oui. le jour. Donc merci pour les gens qui sont arrivés à l'heure. On espère peut-être que l'horaire est un peu tôt. On Mm. verra, on tirera les leçons qu'il faut en tirer. Donc c'est une première aussi, hein, c'est la première fois qu'on organise un webinaire grand public au sein de la CPTS de Thionville. C'est dans les projets qu'on a vraiment de rendre accessibles les problématiques de santé à l'ensemble de la population de la CPTS. Et donc, voilà, parmi la problématique à la mode ces temps-ci, c'est la vaccination et notamment la vaccination anti-grippale. Donc voilà, je remercie Christian Rabot aussi, professeur à l'université de Nancy, infectiologue, qui va nous apporter son expertise et vous allez pouvoir lui poser toutes les questions et vous savoir tout ce que vous n'avez jamais osé demander sur le vaccin antigrippal. Alors, on va rapidement juste présenter un petit peu la CPTS, ce que c'est qu'une CPTS, le territoire et les différents domaines d'action. Donc la CPTS, c'est une communauté professionnelle territoriale de santé. En gros, c'est les professionnels de santé et c'est une structure qui pivot entre les professionnels de santé en ville, les professionnels de santé à l'hôpital, les patients et les structures et associations qui tournent autour de la santé. C'est vraiment un pivot central de la santé au sein d'un territoire qui est cohérent et qui est identitaire. Le, le territoire de la CPTS de Thionville-Est, voilà, il a un peu une tête d'éléphant, on dirait, avec les deux grandes oreilles et la trompe. Et il regroupe un grand territoire avec presque 160 000 habitants, me semble-t-il. 800 professionnels de santé, 27 structures de soins, donc c'est voilà, c'est un gros territoire, à 165 000 habitants, 97 communes. Un quart de la population est en ALD, ce qui correspond à peu près aux chiffres nationaux. C'est une structure démographiquement assez active, avec quand même une population un petit peu plus jeune que la moyenne française. On peut passer. Ouais, on peut passer. Vas-y. Voilà, alors ça j'aime beaucoup, hein, parce que finalement, euh, à partir du moment où on habite sur sur le territoire, quels que soient nos problèmes de santé, quels que soient ou nos non-problèmes de santé, on est amené à côtoyer le système de santé et la CPTS intervient sur les différents niveaux. Donc elle peut intervenir en cas d'urgence, en cas de maladie chronique, dans la prévention, dans le dépistage et voilà, l'idée c'est qu'elle soit vraiment un pivot et un acteur présent sur les différents niveaux. Voilà. Eh bien, donc, bah, je vais laisser Christian Rabot se présenter. Merci Cédric. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis professeur Christian Rabot, je suis infectiologue au CHRU de Nancy. Je m'intéresse depuis très longtemps à la problématique de la vaccination pour lutter et prévenir les maladies infectieuses. Et je suis ravi ce soir d'être avec vous pour parler d'un sujet effectivement très actuel, qui est celui de la grippe. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi vraiment, alors de façon assez brève, hein, quelques éléments à vous présenter sur la grippe, pas pour vous expliquer la maladie, mais plutôt pour vous expliquer un peu ses dangers. Et d'autre part, essayer de convaincre ceux qui ne le seraient pas encore de l'intérêt de la vaccination pour limiter les dégâts, ce qu'on appelle le fardeau lié à cette maladie. La suivante. Alors, on est sur une année un petit peu particulière, hein, puisque l'année dernière, la grippe a été particulièrement importante en termes de mortalité en particulier, puisque selon les chiffres euh, de Santé publique France, on considère que 17 000 personnes sont décédées de la grippe l'an passé. La grippe n'est jamais une maladie bénigne. Tous les ans, la grippe cause une certaine mortalité, en particulier chez les personnes âgées. Mais 17 000, c'est très au-dessus de ce qu'on voit dans une année moyenne.
une année moyenne en général sur l'hiver et avec les épisodes grippaux, on observe plutôt un millier de décès. Là, vous voyez qu'on était presque au double et on va essayer de comprendre un petit peu ce qui peut expliquer que l'année dernière a été plus redoutable que les autres. C'est lié en partie au virus. Il y a toujours plusieurs virus de la grippe qui circulent en même temps, qui sont couverts par la vaccination, hein, qui permet normalement de protéger de plusieurs virus de la grippe. Donc, certains virus l'année dernière étaient peut-être un peu plus agressifs que les autres. Mais une autre grande explication au fait qu'il y ait eu de grands dégâts l'année dernière, c'est que la couverture vaccinale a été particulièrement médiocre, donnant la possibilité à la maladie de s'exprimer et en particulier de s'attaquer aux plus faibles. Ce qui est important quand on parle de la grippe, bon, la grippe c'est un virus qui va attaquer vos poumons et qui, par son effet direct sur les poumons, peut causer la gravité de la maladie, voire dans le pire des cas, le décès. Mais la grippe, c'est aussi le facilitateur ou le révélateur d'autres soucis. Et même si sur le plan pulmonaire, la grippe n'est pas en capacité d'altérer énormément la personne, elle peut permettre, en particulier s'il existe d'autres pathologies associées, d'autres maladies sous-jacentes, de permettre à ces maladies de s'exprimer de façon plus violente, plus forte qu'elles le font d'habitude. C'est vrai, par exemple, dans le risque cardiovasculaire, le risque d'infarctus en particulier, chez des gens à risque, un épisode grippal va multiplier par 10 le risque d'infarctus. C'est vrai aussi sur les accidents vasculaires cérébraux. Ce qu'on appelle les attaques sont multipliées chez les gens à risque, qui ont un risque vasculaire au départ, sont multipliées par un épisode grippal. La grippe, c'est aussi un moment où, par définition, on va être plus fatigué, on va être alité. Et pour des personnes qui sont déjà en début de perte d'autonomie, des gens qui ont déjà une autonomie ou une mobilité réduite, eh ben, c'est quelques jours passés au lit, c'est quelques jours où la masse musculaire va être moins sollicitée, sont des fois très difficiles à récupérer a posteriori. Et cette perte d'autonomie peut être aggravée, voire devenir définitive après un épisode comme un épisode de grippe. Et puis, il y a d'autres pathologies comme le diabète ou d'autres qui peuvent décompenser à l'occasion d'un épisode infectieux et de la grippe en particulier avec une certaine gravité. Donc la grippe, il faut bien voir qu'à la fois c'est l'effet direct du virus qu'on peut se transmettre d'un individu à l'autre, mais c'est aussi du fait de la présence de ce virus et de cette grippe, le risque pour les plus fragiles de développer des pathologies ou de révéler ou d'aggraver des pathologies qui étaient quiescentes ou qui étaient sous-jacentes. La suivante va parler un petit peu de la même chose, hein, et donne un petit peu, alors c'est pas vrai qu'avec la grippe, ce que je vous ai dit, hein, d'autres épisodes infectieux, comme les infections à pneumocoque, comme la Covid, peuvent aussi révéler ou aggraver des pathologies sous-jacentes. On a cité ici d'autres pathologies à prévention vaccinale possibles qui montrent l'intérêt de ces vaccins pour limiter ces risques d'hospitalisation, ces gestions de plusieurs pathologies intriquées chez les personnes âgées, chez les risques accrus aussi de complications liées aux maladies transmissibles. Donc la vaccination contre la grippe sur laquelle on va revenir est particulièrement importante, mais la vaccination contre d'autres pathologies infectieuses qui peuvent avoir les mêmes conséquences est importante aussi. On en reparlera peut-être tout à l'heure s'il y a des questions sur l'intérêt de covacciner à la fois contre la grippe et contre la Covid-19, ou aussi pour les personnes âgées, maintenant, la recommandation de se faire vacciner contre le pneumocoque. La suivante. Alors, là, je vous ai montré un petit peu ce qu'était la grippe et ses conséquences, et ce qu'elle avait causé l'année dernière avec ces fameux 17 000 décès. On a regardé aussi ce qui s'est passé l'année dernière en termes de vaccination. Et sur le schéma de gauche, hein, sur cet histogramme de gauche, vous avez en rouge une ligne qui correspond à ce que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, recommande comme couverture vaccinale optimale chez les personnes fragiles, chez les personnes de plus de 65 ans, pour limiter les effets de la grippe. Et vous voyez qu'il faut que 75% de ces personnes soient vaccinées pour que, entre guillemets, cette population soit protégée contre la grippe. On y reviendra là aussi. Quand on se vaccine, bien sûr, on se protège soi-même, mais on ne favorise pas la circulation du virus et on protège aussi les gens qui sont autour de soi et qui, eux,
n'ont pas ou n'ont pas pu être vaccinés. Donc à partir d'une certaine couverture vaccinale, 75%, on a un vrai effet qui lutte contre la diffusion de la grippe. Et vous voyez que malheureusement l'année dernière, mais c'est vrai quand même depuis des années, le taux de couverture 2024-2025 était de 52,9, disons 53%, en tout cas très inférieur aux 75% voulus, et plutôt plus faible que l'année précédente, elle-même plus faible que l'année précédente, et on a une baisse comme ça du taux de couverture vaccinale depuis 2020-2021, où la couverture vaccinale a été plus forte. Mais je vous rappelle ce qui s'est passé en 2020-2021, c'est l'année de la Covid. Au mois de mars, avril, on a tous été confinés. Et à la fin de l'année, on nous a promis, ce qui est arrivé, hein, le vaccin contre la Covid. Mais à la fin de l'année 2020, on n'avait pas encore le vaccin contre la Covid. Et les gens qui étaient beaucoup plus inquiets et sensibilisés aux maladies respiratoires de fait de cette épidémie, de cette pandémie Covid, se sont plus que d'habitude précipités vers les vaccins qui étaient disponibles à l'époque et qui étaient le vaccin contre la grippe, ce qui explique sans doute ce bon score, même s'il est très inférieur à la ligne rouge en 2020-2021. Mais on voit que depuis, il y avait une tendance à l'épuisement. Et sur la partie droite du schéma, vous voyez un petit peu quel est le taux de couverture vaccinale en fonction des populations. Chez les moins de 65 ans qui ont des facteurs de risque, des diabétiques, des insuffisants respiratoires, chez qui on recommande la vaccination contre la grippe, vous voyez qu'on était très très bas. 26% seulement de ces personnes se sont vaccinées. Après 65 ans, tout le monde est censé pouvoir se vacciner contre la grippe. Et vous voyez que c'est les 65-75 ans, on est à 46%, même si au-dessus de 75 ans, on arrivait à 60%. Enfin, dans tous les cas, des chiffres qui sont très en deçà de ce dont on aurait besoin pour lutter efficacement contre cette virose. La suivante. Alors, un sujet particulier est celui des EHPAD. Là aussi, la Covid a marqué les esprits autour des EHPAD. On sait que quand le virus de la Covid est arrivé dans les EHPAD, qui étaient à l'époque non vaccinés, la Covid a fait des ravages. Mais la grippe, c'est pareil. La grippe peut, chez ces personnes âgées, souvent polypathologiques, faire des dégâts importants. Et donc, la vaccination de ces personnes de plus de 65 ans avec facteur de risque, hébergées de façon communautaire dans des EHPAD est particulièrement importante. On voit qu'on a des chiffres qui sont meilleurs qu'en population générale, hein, puisqu'on était à plus de 80% des résidents vaccinés. Mais malheureusement, la partie de droite montre qu'on a un petit sujet, c'est que les professionnels de santé qui prennent en charge ces résidents dans les EHPAD et qui peuvent, malgré eux, amener le virus de la grippe s'ils ne sont pas eux-mêmes protégés, ben, sont encore aujourd'hui très très insuffisamment vaccinés, puisqu'il est recommandé, quand on est au contact de personnes fragiles, de se vacciner contre la grippe pour protéger ces personnes. Et vous voyez que ça n'était vrai que dans moins de 20% des cas en 2024-2025. Donc là, vraiment une cible très très forte sur laquelle on met en place aujourd'hui des campagnes pour essayer d'accompagner non seulement la vaccination des résidents, mais surtout aussi, parce que c'est là que le bas blesse, la vaccination des personnes en charge de ces résidents dans les EHPAD. La suivante. Alors ici, vous avez une cartographie qui est un état des lieux, une photo un petit peu du taux de vaccination à date, hein, aujourd'hui, dans les différents territoires de santé du Grand Est. Et vous voyez que la répartition, hein, plus on est bleu foncé, moins la couverture vaccinale est bonne à date. Plus on est rouge foncé, plus la couverture vaccinale est bonne. Vous voyez qu'il y a aussi des inégalités géographiques très très fortes. Il y a des endroits où la vaccination autour de la métropole nancéenne et au sud de cette métropole en particulier est plutôt très forte, comme on peut le voir dans la région rémoise. Et puis vous voyez qu'il y a des régions, en Alsace en particulier, où la vaccination pénètre pas du tout. Donc ça aussi pour nous c'est important en termes de message, en termes de politique, d'action, de communication, de s'interroger sur quels sont les moyens de rendre cette carte plus homogène. Il n'y a pas de raison qu'on soit moins bien vacciné parce qu'on habite dans telle ou telle partie du Grand Est. La grippe, elle fait pas le choix après de tel ou tel territoire de santé. Elle se répand partout et elle fera d'autant plus de dégâts que la couverture vaccinale est basse. Donc on voit que cette hétérogénéité interroge et nécessite
que tous, autant qu'on est, on essaye de réfléchir ensemble à améliorer la couverture vaccinale là où elle est la plus basse. La suivante. C'est une diapo plus générale qui fait état un petit peu de la confiance qu'ont les Français dans la vaccination. Alors on dit en général que la population française est une population anti-vax, qui n'aime pas les vaccins, qui refuse les vaccins. Sur ces schémas, vous voyez qu'au cours du temps les choses évoluent, mais le bleu marine ou le bleu clair correspondent à des gens qui sont très favorables ou favorables au vaccin. Globalement, la population française est donc plutôt favorable au vaccin, même si on l'observe, la partie centrale, c'est 2009-2010. Il y a eu vraiment une baisse très forte de la confiance dans la vaccination suite à la campagne de ce qu'on a appelé le nouveau variant H1N1 de la grippe, ce qui a été la grippe de 2009-2010, qui a été appelée la grippe mexicaine, la grippe porcine, où il y a eu tout un débat autour de la vaccination. Madame Bachelot était à l'époque la ministre de la Santé. Et il y a eu une incompréhension et une baisse de la confiance cette année-là, mais globalement, depuis, la confiance est remontée dans les vaccins et on a un niveau d'adhésion aux vaccins en France qui est bonne. Je vous rappelle que tous nos enfants, depuis qu'Agnès Buzyn a rendu la vaccination des enfants obligatoires avec les 11 valences vaccinales, eh bien, on a des taux de couverture vaccinale qui sont excellents sans qu'il y ait ni d'incidents, ni même de protestations. Ça marche très bien. Donc, globalement, les gens sont assez adhérents à la vaccination, sauf en particulier pour la grippe, où il y a vraiment, vous voyez, des niveaux qui sont quand même très inférieurs, qui interrogent là aussi. Et c'est la raison pour laquelle on essaye de porter notre communication et nos campagnes plutôt sur la grippe, parce que voilà, on ne comprend pas forcément pourquoi, mais en tout cas, et peut-être que les questions que vous poserez après et les réponses qu'on pourra apporter pourront faire avancer le débat, mais en tout état de cause, il y a par rapport à la grippe une défiance vaccinale supérieure à ce qu'on observe ailleurs dans une population qui, par ailleurs, globalement, n'est pas, contrairement à ce qu'on peut dire, une population anti-vax. La suivante, et qui est, je crois, la dernière, voilà, correspond un petit peu à un point sur la vaccination 2025-2026. Donc, c'est plus le bilan de la vaccination 2024-2025. Il va qu'on change le titre, c'est plutôt l'état des vaccins en 2025-2026. La vaccination contre la grippe a depuis longtemps été une vaccination qu'on dit quadrivalente, c'est-à-dire qu'on couvrait contre quatre virus de grippe différents, deux virus de la grippe A et deux virus de la grippe B. Dans les deux virus de la grippe B, il y avait un virus qui s'appelait Yamagata, qui ne circule plus, donc qui a été supprimé. Donc on va plutôt être maintenant sur des vaccins trivalents, deux dirigés contre des grippes A, qu'on appelle H1N1 et H3N2, et puis un dirigé contre une grippe B. Donc il y a un petit changement dans les vaccins, il y a plutôt moins de choses qu'il y en avait. Par contre, il y a deux nouveaux vaccins contre la grippe qui sont arrivés, qui restent sur le même principe, dirigés contre le virus, etc., mais dont l'effet a été majoré, soit parce que la dose d'antigène dans le vaccin est augmentée, c'est le cas de l'Efluelda, donc qui va être plus efficace car plus dosé, ou du Fluad, qui est un vaccin qui est dit adjuvanté. On met un adjuvant à côté des antigènes du virus pour que l'immunité, la réponse immunitaire soit plus forte. Et ces deux vaccins, Efluelda et Fluad, qui sont donc plus efficaces, sont recommandés chez les personnes chez qui le vaccin a le moins tendance à accrocher, c'est-à-dire les personnes âgées. Et c'est pour ça que cette année, on a, pour les plus de 65 ans, une recommandation préférentielle à l'usage de ces vaccins. Alors, c'est arrivé un petit peu tard, ça a pu poser des soucis d'approvisionnement dans certaines pharmacies qui n'avaient pas forcément anticipé quelque chose qui n'a été décidé que cet été, alors que les commandes de vaccins contre la grippe se font plus tôt dans l'année. Mais si on vous parle, entre guillemets, de ces vaccins particuliers, oui, c'est une nouveauté et c'est une nouveauté recommandée parce qu'ils ont démontré dans les études que les personnes vaccinées après 65 ans, plus fragiles, ce qu'on appelle immunosénescents, qui ont un vieillissement de leur immunité, eh ben, étaient mieux protégées par ces vaccins. C'est la raison pour laquelle on a aujourd'hui cette recommandation prioritaire. L'autre chose qui figure dans les recommandations, qui n'est pas nouveau, hein, qui existait déjà l'année dernière, c'était l'idée de co-administrer le même jour, pour vous faciliter la tâche en quelque sorte, le vaccin contre la grippe et le vaccin contre la Covid. Pour autant, aujourd'hui,
Ça reste deux vaccins différents, donc qui ne sont pas dans la même seringue, donc c'est bien deux piqûres à faire le même jour, avec un vaccin Covid qui reste le vaccin qu'on a connu depuis 2021, un vaccin multidose, donc la nécessité de vacciner 5 personnes à partir d'un même flacon, puisque ce n'est pas des flacons qui sont faits pour une seule personne, et de vacciner par ailleurs contre la grippe, et c'est quelque chose qui s'organise très très bien, en particulier dans les pharmacies ou sur certaines tournées d'infirmiers. C'est des choses qui sont très bien organisées. Et il y a cette recommandation de co-vaccination, pas parce que mettre les deux ensemble, ça marche mieux, mais parce qu'on se dit que ben, ça évite d'y avoir à y réfléchir deux fois. Tout est fait en une fois et quelque part, c'est plus simple pour la personne, pour en tout cas ces virus de l'hiver. Sachant que pour la Covid, pour les plus fragiles, même si ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, vous savez qu'à la différence de la grippe, il est recommandé de se vacciner 2 fois par an, alors que pour la grippe, même pour les personnes les plus âgées, c'est une seule fois par an. Donc voilà les quelques éléments que je voulais vous remettre en mémoire ou en toile de fond avant de répondre aux éventuelles questions. Et je suis bien sûr à votre disposition pour écouter les éventuelles questions et tenter d'y apporter des réponses. Eh ben, merci beaucoup, professeur Rabot, pour cet exposé, pour ces explications. On a bien compris que malheureusement, le taux de vaccination espéré, que ce soit pour les personnes à risque, pour les professionnels de santé, n'est pas celui, l'objectif n'est pas atteint. Je vous propose, comme on n'est pas nombreux éventuellement, pour les participants de prendre la parole simplement pour vous poser les questions. Et puis je vais peut-être démarrer avec une question. Alors on avait recueilli en fait les questions de plusieurs personnes. Alors à Thionville, en allant marcher dans Thionville. Parmi nos connaissances, des personnes nous ont aussi contactés, des étudiants. Voilà, et je vous propose, alors Damien, est-ce qu'on peut écouter les questions ou alors je transmets au professeur Rabot les questions des personnes qui ont été sélectionnées? Alors, on a un petit problème de son, de D'accord. transmission de son de ces vidéos. Ceci dit, j'ai récolté les questions. La toute première, ici à gauche, est de Jean-Philippe, qui a 57 ans, et qui nous dit qu'il ne se vaccine pas parce que ce n'est pas une personne à risque. On Oui. vous laisse peut-être répondre Oui, au oui, fur et je à mesure, rouvre juste mon professeur micro, ce Rabot. sera plus simple pour être entendu. Oui. Alors, si on suit effectivement les recommandations de la Haute Autorité de Santé, on recommande aujourd'hui de vacciner les plus de 65 ans et les personnes à risque. Donc, quelque part, ce monsieur n'est pas dans la cible. À 57 ans, s'il n'a effectivement pas de facteur de risque, hein, ce que je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce qu'il nous affirme, il n'y a pas de recommandation forte pour lui de se vacciner. Il n'en reste pas moins vrai que tout le monde peut se vacciner s'il le souhaite. C'est un choix à ce moment-là personnel, mais ça ne fait pas partie de la recommandation générale et de la politique de santé publique portée par la France dans le domaine. Ce qui veut dire en d'autres termes que s'il veut se vacciner, il peut se vacciner. S'il se vaccine une année, ben, il ne sera pas protégé pour l'année d'après. Donc si on se vaccine, c'est tous les ans. Très bien. Mais ce vaccin ne sera pas pris en charge puisqu'il ne fait pas partie en l'absence de facteurs de risque et à moins de 65 ans, de la cible de santé publique prise en charge par la sécurité sociale. Alors, c'est justement la question de Eric qui demandait pourquoi faut-il se vacciner tous les ans? Vous avez en partie répondu, mais est-ce que vous avez un élément à rajouter peut-être? Alors, il y a deux raisons. Il y a deux raisons pour lesquelles la vaccination contre la grippe doit être faite chaque année. Une des raisons est que le virus de la grippe, qui est un virus qu'on dit à ARN et qui est fragmenté, Mhm. est un virus qui très facilement se modifie d'une année sur l'autre. Je vous ai parlé tout à l'heure de Yagamata qui a disparu, d'autres vont apparaître. On parle aujourd'hui du vaccin de la grippe aviaire, hein, qui n'est pas du tout celui dont on parle ici. Mais donc, il y a plein de virus qui circulent avec chacun des petits noms H1N1, H3N1, H2N7, etc. Donc, il y a la possibilité d'une année sur l'autre que le virus évolue et chaque année, le vaccin est refait sur le virus qui va le plus probablement circuler.
Donc, il y a une nécessité, entre guillemets, d'être à jour et d'avoir la copie la plus moderne, la plus up-to-date de la vaccination. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la durée de l'immunité produite par le vaccin. Et ça, elle va être un peu différente d'une personne à l'autre. Chez une personne plus jeune, en général, un vaccin va donner une immunité qui va persister plus longtemps que chez une personne âgée, puisqu'une personne âgée, ce qu'on appelle l'immunosénescence, son système immunitaire devient moins compétent, moins en capacité de produire des quantités importantes d'anticorps et la mémoire qu'il a de la vaccination va s'épuiser plus vite. Donc, en général, pour la vaccination contre la grippe, au bout de 6 mois, le résultat de la vaccination se perdent chez une personne âgée. C'est aussi pour ça qu'on recommande de vacciner les personnes âgées à la mi-octobre. La mi-octobre, ça fait qu'elles sont protégées si jamais la grippe arrive tôt, et on a déjà eu des grippes en décembre, hein, ça peut arriver tôt, donc à ce moment-là, elles sont protégées. Et si la grippe arrive en février-mars, qui est un peu l'autre partie enfin, l'autre extrémité, eh bien, elles sont encore protégées. Si elles s'étaient vaccinées début juillet et qu'une grippe arrive en mars, voilà, le vaccin n'est plus trop présent. Si on attend le mois de janvier pour se vacciner et que la grippe est arrivée en décembre, eh bien, on est passé à côté. Donc, c'est ce qui explique aussi ce calendrier, sachant que la grippe est assez reproductible d'une année sur l'autre pour vraiment tomber dans la période en général décembre-mars, ce qui n'est pas le cas de la Covid. Donc vous voyez que chaque année, il y a un glissement. Cette année, elle a été plus précoce. L'épidémie automnale de Covid a eu lieu plutôt début septembre, alors que l'année dernière, c'était plutôt fin septembre et l'année d'avant, plutôt en octobre. Donc, voilà, c'est pas toujours tous les virus ne sont pas pareils, mais pour la grippe, là, au moins, on a quelque chose d'assez reproductible. Nous avons Mike qui posait aussi une question justement par rapport à l'immunité, au système immunitaire de départ de chaque personne. Alors, il dit clairement qu'en général, il ne prend pas de médicaments parce que quelque part, la vie lui a peut-être donné un bon système immunitaire et il part du principe que ce système immunitaire, on lui apprend à se défendre et à défendre le corps le plus jeune possible. Je suppose que c'est un monsieur qui a quand même eu les vaccinations de base lorsqu'il est né. Mais qu'est-ce que vous répondriez? Quelle serait votre réponse à ce genre de remarques? Alors, c'est assez complexe. C'est vrai que notre système immunitaire apprend euh, des, 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 euh, des stimulations antigéniques qui lui sont faites. Et le vaccin en est une parmi d'autres. Mhm. Donc, la maladie naturelle est une stimulation antigénique, le vaccin est une stimulation antigénique, et à force de faire des maladies ou de recevoir des vaccins, ben, on a un système immunitaire qui est de plus en plus largement développé et de plus en plus à même de faire face à un nombre important de choses. Donc l'idée qui s'est poursuivie jusqu'à ce que Pasteur développe la vaccination, que l'immunité naturelle ou l'immunité en réponse aux maladies naturelles va participer quelque part à une sélection naturelle n'est pas complètement faux. La seule chose, c'est que son système immunitaire est sans doute très bien, très compétent. À un moment ou à un autre, ça peut s'arrêter parce qu'il vieillit. Ça peut s'arrêter parce qu'il aura un autre problème de santé, où il peut à un moment ou à un autre être confronté à certaines pathologies sur lesquelles l'immunité naturelle est peu puissante et développer la maladie. La vaccination, c'est vraiment un sujet quelque part populationnel et vraiment une décision un petit peu de santé publique. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on se vaccine, on se protège soi-même. Même si on a une bonne immunité, le fait de se vacciner ne la diminue pas, ne l'altère pas, ne l'affaiblit pas, et au contraire, vous donne une stimulation antigénique supplémentaire. Et puis on se vaccine aussi parce que certaines personnes, à l'inverse, sont à risque de faire la maladie et ne peuvent pas être vaccinées. Certains vaccins sont des vaccins dits vivants, donc c'est des vaccins qui ne sont pas du tout dangereux pour des gens qui vont bien et pour des gens très fragiles pourraient causer des problèmes. Et à ce moment-là, on ne vaccine pas ces gens-là, mais on essaie de vacciner le reste de la population pour que l'agent pathogène en question, le virus en question, ne puisse plus circuler dans la population et puisse plus les atteindre. Donc c'est le côté un petit peu altruiste de la vaccination, ce qu'on appelle aussi l'effet troupeau. C'est-à-dire que si 95% d'entre nous sommes vaccinés contre la rougeole, même si l'un d'entre nous ne l'est pas,
ben, le virus de la rougeole n'arrivera pas jusqu'à lui puisqu'on aura fait barrière contre lui. C'est pareil contre la grippe. Si on arrive à 85% de ce que je disais tout à l'heure de vacciner contre la grippe, ben, le virus a beaucoup plus de mal à circuler et les personnes fragiles, y compris celles qui n'auraient pas été vaccinées, pour une raison ou pour une autre, là il n'y a pas de contre-indication, mais il y a des gens qui ne se vaccinent pas, ben, on les protège, je dirais, presque malgré eux. Oui. Vous avez en partie répondu en tout cas, vous avez parlé par rapport à la question de René qui demande pourquoi pour certains vaccins il faut plusieurs doses. Alors là, c'est pareil, la réponse, elle est multiple. Alors, pour la grippe, on l'a bien dit, hein. Déjà parce que le virus bouge. Deuxièmement, parce que l'immunité baisse au cours du temps. Alors, ça, c'est vrai, c'est vrai pour la grippe. C'est pas vrai, par exemple, enfin, c'est pas vrai de la même façon, par exemple, pour la rougeole. La rougeole, on recommande que vous ayez eu 2 doses, mais après, on vous en refait pas tous les ans. On considère qu'à ce moment-là, votre immunité garde une mémoire qui est une mémoire efficace et pendant longtemps. Donc, pourquoi on fait des rappels? Alors, de temps en temps, c'est des doses initiales qui sont multiples pour stimuler suffisamment le système immunitaire, ce qu'on fait chez les bébés, hein. Les bébés, ils ont plusieurs doses avant d'être vaccinés contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite. Et puis après, ils ont simplement des rappels qui sont beaucoup plus espacés. Donc, en fonction de ce que votre système immunitaire développe et sa capacité à maintenir ou pas face à certains pathogènes un niveau de défense, eh bien, on est amené, entre guillemets, à rebooster le système immunitaire par des rappels. Merci beaucoup, professeur Rabot. Je ne vois pas de main levée, donc je continue parce qu'on a quand même eu beaucoup de questions qui sont arrivées. Michel, Michel, qui est infirmière, demande, alors infirmière au bloc opératoire, demande si l'on peut encore parler de liberté individuelle lorsque l'on évoque des sujets tels que la vaccination et tels que le risque par rapport aux populations fragiles. Alors elle citait les enfants comme les personnes âgées mais aussi des personnes atteintes, par exemple, de maladies auto-immunes ou de maladies graves. Alors ça, c'est pas un débat qui m'appartient de trancher ou de porter, hein. C'est vraiment un Non, non, débat de non. société qui revient très régulièrement, y compris au niveau de l'Assemblée nationale. Vous avez 2 exemples très récents. La Covid est devenue une vaccination obligatoire dans les circonstances qu'on a connues et ça a été vraiment une décision politique. Et je ne dis pas que ça a été une mauvaise décision, hein. Elle nous a permis quand même de sortir de cette épidémie. Et si vous regardez un petit peu l'effet positif qu'a eu cette vaccination sur l'évolution de l'épidémie en métropole, où les gens se sont vaccinés, pas forcément de plein gré, mais se sont vaccinés, et que vous regardez dans d'autres territoires français comme les Antilles, par exemple, où les gens ont refusé la vaccination, où la troisième vague a été presque aussi meurtrière que la première, parce que personne n'était vacciné, alors que chez nous, bien, enfin chez nous en métropole, le vaccin faisait son effet. Voilà. Donc ça c'est vaccination obligatoire, mais ça a été une décision politique. Et de même aujourd'hui est très discuté par rapport à la grippe de savoir si on doit obliger ou pas les soignants à être vaccinés contre la grippe. Vous avez vu ce que je vous ai dit pour les personnels qui travaillent en EHPAD, qui sont très clairement insuffisamment vaccinés et qui soumettent à un risque les personnes qui prennent en charge, hein, pas forcément de façon consciente, hein, très clairement, mais qui le font. Voilà, on peut se poser la question de dire, voilà, il n'y a pas de liberté individuelle à ce niveau-là, on les oblige à se vacciner. Dans l'état actuel des choses, la représentation politique française n'a pas franchi ce pas. Donc pour le moment, dans ce domaine-là, la vaccination n'est pas obligatoire, mais si on revient à Agnès Buzyn, elle a rendu obligatoire 11 vaccins pour les enfants. Et très franchement, aujourd'hui, personne, entre guillemets, ne décrit des faits néfastes de cette politique. Et au contraire, on a un taux de couverture vaccinale et une baisse des maladies infantiles qui est tout à fait importante. Merci, professeur Rabot. Je me permets d'intervenir. Il y a Christophe Herfel qui avait une question dans le chat. Quel laps de temps entre 2 vaccins quand on ne les a pas mis ensemble? Alors, dans l'absolu, alors c'est des choses qui ont évolué au cours du temps. Dans l'absolu, aujourd'hui, l'idée, c'est qu'il n'y a pas de temps limite.
Si vous en faites un et l'autre le lendemain, c'est pas dramatique, c'est pas, voilà. À un moment, on disait, il faut attendre un mois, faut ceci, faut cela. Sur les vaccins courants, si vous en faites sans tenir compte des délais entre chacun des vaccins, c'est pas très grave. Après, sur un plan purement fonctionnel, physiologique, c'est vrai que quand vous mettez en place un vaccin, bah, vous stimulez le système immunitaire qui, pendant une quinzaine de jours, bah, est quand même accaparé par la réponse à la vaccination que vous avez injectée. Et peut-être si vous avez la possibilité d'attendre plutôt une quinzaine de jours entre deux vaccins, ça évite que le message soit trop brouillé pour notre système immunitaire. Mais je le redis, il n'y a pas aujourd'hui de recommandations fortes disant surtout, ne faites rien pendant les 15 jours, etc. Vous pouvez vacciner, je dirais, au fil de l'eau et des opportunités qui se présentent. Merci beaucoup. Je rebondis sur votre réponse. Sandra, étudiante en troisième année de psychologie, demandait justement qu'est-ce qui faisait la différence par rapport aux effets secondaires d'un vaccin chez les individus. Comment se fait-il que certains individus finalement vont très bien accepter la vaccination et d'autres individus vont être un petit peu subfébriles avec des effets secondaires un peu plus importants? Alors, il y a des choses qui sont liées au vaccin, il y a des choses qui sont liées aux personnes, mais juste pour te donner un contre-exemple, bon, on a tous reçu la vaccination contre la Covid plusieurs fois, de gré ou de force, mais en tout cas, on l'a reçu. Et quand on discute avec les gens, bon, il y a ceux qui l'ont toujours très bien supporté, ceux pour qui ça a toujours été un cauchemar, et ceux pour qui ça a été très variable d'une dose à l'autre. Alors que ça a toujours été le même vaccin, hein. C'était le vaccin ARN, Pfizer qui a prédominé, etc. Donc on voit que même avec le même vaccin, selon un petit peu la situation dans laquelle on est, son état de fatigue, une éventuelle pathologie intercurrente, la réponse au vaccin peut être différente. Donc ça, c'est plutôt pour des effets un peu généraux. Puis après, le vaccin, ça reste une piqûre, hein. On vous fait un petit trou dans la peau et puis on vous injecte un produit. Donc ça fait déjà plus ou moins mal selon qui le fait, comment c'est fait, au moment où on vous le fait. Et puis la réaction locale peut être là aussi variable d'un jour à l'autre et puis d'une façon à l'autre dont on vous a vacciné. Donc il n'y a pas... bon, il y a des vaccins qui sont contre-indiqués, c'est-à-dire que si vous êtes très immunodéprimé, ce que je vous ai déjà dit, on ne vous donnera pas de vaccin vivant pour pas risquer que le vaccin se transforme chez vous et puisse causer des soucis. Mais en dehors de situations très particulières, après, ce qui fait que dans l'essentiel de la population, certains supportent bien tel vaccin, d'autres le supportent moins bien. Il n'y a pas d'explication claire, surtout qu'une même personne, en fonction de la dose, peut réagir de façon différente. Merci. Il y a des questions dans le chat. Que dire aux patients qui veulent le vaccin homéopathique? Alors, bon, après, moi, je leur dis rien, mais pour moi, ça ne répond pas à la définition de la vaccination telle que je la pratique. Donc, à partir de ce moment-là, je n'ai pas d'opinion sur le sujet, hein. Je ne suis pas un détracteur absolu de l'homéopathie ou de toute autre médecine. Je dis juste que dans l'état actuel des choses, je ne suis pas convaincu par l'efficacité de ce vaccin et je n'ai pas vu d'études comparées au vaccin classique qui montreraient une efficacité meilleure ni même équivalente. Donc c'est tout, je n'ai pas plus d'opinion sur le sujet. Merci. Une autre question. Combien de souches contient le vaccin antigrippal 2025? Donc c'est trois maintenant, puisque on avait deux A, deux B, et que maintenant il y a une DB qui n'est plus obligatoire. Donc normalement c'est trois. Et dernière question du chat. Que dire aux patients qui ont peur des adjuvants et notamment de l'aluminium? Oui, ça c'est un grand sujet qui n'est pas nouveau, hein. Alors les adjuvants, il y a deux choses qu'on peut trouver dans les vaccins, des conservateurs et des adjuvants. Les conservateurs, c'est pareil, hein, c'est des choses qui peuvent inquiéter les gens parce qu'il y a quelque chose en plus dedans. Les conservateurs, c'est réservé aux vaccins, comme le vaccin de la Covid, qui sont des vaccins multidoses. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a ouvert le flacon, on va l'utiliser dans les heures qui viennent, on ne va pas le garder 15 jours, mais pour être sûr qu'il ne se contamine pas, il y a dedans des conservateurs.
Bon, donc ça, c'est lié un petit peu au process de fabrication. Et comme c'est pas de l'unidose, ben, et que ça reste ouvert, il faut un conservateur. Les adjuvants, c'est un peu différent. C'est des molécules qui n'ont rien à voir, qui n'ont rien de vaccinal, hein. L'aluminium, ça vous protège contre rien. Enfin, je crois, sauf si vous êtes agressé par de l'aluminium, je ne sais pas, mais en tout cas, ça ne marche pas. Par contre, quand le système immunitaire voit à la fois l'antigène et cet aluminium, ça le rend plus réactif. Donc, ça majore la réaction immunitaire et ça permet, avec moins d'antigènes, moins de substances actives, d'avoir à peu près le même résultat. C'est pour ça que les adjuvants sont utilisés. Alors, l'aluminium, c'est vrai que quand on injecte un vaccin dans lequel il peut y avoir de l'aluminium, à l'endroit pile où on a injecté le vaccin, si on fait des analyses quelques semaines, quelques mois, même quelques années après, on peut retrouver ce métal qui est l'aluminium. Alors c'est pareil, hein, c'est pas un morceau de 10 cm3, mais cette infime partie d'aluminium peut être là et rester là. Par contre, les gens s'inquiétaient un petit peu que si on mettait de l'aluminium, l'aluminium allait diffuser dans l'organisme et développer une maladie à l'aluminium. Ça, il y a eu des études qui ont été faites sur le sujet, il y a eu des avis de l'Académie de médecine, etc., qui montrent que non. Si on utilise l'aluminium, bah oui, il y a de l'aluminium et l'aluminium peut rester là, mais il n'y a pas de dissémination de cet aluminium, il n'y a pas de maladie systémique liée à cet aluminium, donc il n'y a pas d'angoisse ou de problème lié à cet aluminium qui est utilisé, je vous l'ai dit, simplement pour majorer la réponse et vous permettre de développer plus vite et plus fort une immunité contre ce qui était dans le vaccin. Merci. Une question de Damien. Y a-t-il des risques importants de faire une allergie sévère à un vaccin? Un vaccin contre la grippe, non. Non, comme ça, je cherche. Non, enfin, ça fait. Après, il peut y avoir des contre-indications, mais elles ne sont pas en général de type allergie, sauf si vous êtes allergique à un des constituants du vaccin. C'est pour ça que, par exemple, les vaccins contre la fièvre jaune ou à une époque, les vaccins contre la grippe étaient fabriqués sur ce qu'on appelle des. Enfin, c'est pas ce qu'on appelle, hein, sur des œufs embryonnés. C'est-à-dire qu'on faisait répliquer le virus sur de l'œuf. L'œuf de poule, hein, c'est pas un œuf extraordinaire ou quelque chose. Et puis on récupérait la fraction antigénique pour faire du vaccin. Très bien. Et il pouvait persister éventuellement, quand on faisait cette manœuvre, un tout petit peu de protéines de l'œuf dans le vaccin à injecter. Donc pour chacun d'entre nous qui mangeons des œufs tous les jours, il y a zéro risque, zéro problème. Pour quelqu'un qui aurait une très grosse allergie à l'œuf, qui a fait un œdème de Quincke à l'œuf, etc., voilà, à ce moment-là, il faut chercher dans cet excipient ou dans ce produit qui est là un petit peu euh, par erreur, c'est pas vraiment le cas, mais bon, qui est là en toute petite quantité, et qui est un petit peu un résidu du process de fabrication, bah, pour ces gens-là, effectivement, à ce moment-là, on contre-indique ce type de vaccin. Et maintenant, on a des vaccins par génie génétique et compagnie, on essaye plutôt d'utiliser d'autres vaccins. Continue. Une question de Gérald Leroy. Est-ce que le risque de syndrome de Guillain-Barré est réel avec le vaccin de la grippe? Alors, le syndrome de Guillain-Barré, c'est un trouble neurologique, hein, qui peut se traduire par une paralysie, qui est la conséquence d'un système, d'un dysfonctionnement immunitaire. Il a été décrit, alors c'est une maladie extrêmement grave, extrêmement rare, grave mais qui peut récupérer, mais extrêmement rare. Mais effectivement, toute stimulation immunitaire a pu être démontrée comme étant à l'origine d'un syndrome de Guillain-Barré. C'est-à-dire que beaucoup de vaccins ont pu être imputés dans l'apparition d'un Guillain-Barré, mais en général, la maladie contre laquelle protège ce vaccin peut aussi s'accompagner de maladie de Guillain-Barré, quoi. Donc le syndrome de Guillain-Barré, c'est un dysfonctionnement immunitaire relativement imprévisible. On peut avoir un Guillain-Barré déclenché par la grippe. On peut beaucoup plus exceptionnellement, mais ce n'est pas impossible, avoir un Guillain-Barré qui aurait été déclenché par la vaccination contre la grippe. Mais toujours à une fréquence moindre que ce qui est décrit pour la maladie contre laquelle le vaccin vous protège. Merci. Une question de Alain qui rejoint la réunion, qui tenait à vous demander si vous étiez d'accord ou pas de rendre la vaccination obligatoire pour les soignants quand on sait officiellement que seulement 35% des soignants en hôpital et EHPAD sont vaccinés. De même pour les soignants exerçant en libéral, éventuellement. En tant que médecin, il considère cette obligation comme évidente.
Oui, ben, c'est bon, le sujet, on l'a traité tout à l'heure, hein. La question de l'obligation vaccinale, on l'a vu, hein, je reviens sur mes EHPAD avec là encore des taux de vaccination des personnels qui y travaillent encore inférieurs à ce qu'on peut observer dans certains hôpitaux. Oui, il y a une vraie légitimité à vacciner ces personnes et je ne serais moi personnellement pas choqué que cette vaccination soit obligatoire. Après, je le dis, on est sur un débat de société, c'est un choix politique, il y a des libertés individuelles, il y a des objectifs collectifs et il y a une Assemblée nationale qui, même si elle ne fonctionne pas très très bien en ce moment, c'est quand même son rôle de répondre à ces questions et pas à moi, quoi. Merci. Pour le moment, plus de questions, mais n'hésitez pas à relancer le chat. Voilà. Je ne poserai pas la question de Nathalie puisque vous venez d'y répondre, professeur. Elle posait justement la question de la vaccination des personnes âgées et c'est une aide-soignante qui travaille en EHPAD et elle entendait justement que de moins en moins de personnes âgées étaient vaccinées alors qu'en EHPAD il y avait justement une information qui était faite et la procédure était peut-être plus facile que la vaccination pour les personnes à domicile. Et elle se demandait comment c'était possible pour le médecin coordonnateur, peut-être dans les EHPAD, quand il y en a un, de mener peut-être une information plus poussée vis-à-vis des familles qui prennent parfois aussi des décisions pour le résident qui n'est plus en capacité de prendre la décision de dire s'il veut être vacciné ou pas. Et aussi la question de la vaccination vis-à-vis des professionnels de santé en EHPAD. Alors, moi, je dis en EHPAD, hein, il y a deux sujets. Il y a les personnels et il y a les résidents. Les résidents, comme je vous l'ai montré, hein, sur le taux de vaccination des résidents en EHPAD est quand même supérieur à 75% et supérieur à la cible OMS. On n'est pas à 100%, donc il y a toujours à faire mieux. Mais les personnes âgées, surtout après 75 ans, sont plutôt mieux vaccinées que les autres. Mhm. Entre 65 et 75, c'est déjà un petit peu moins bien. Mais au-dessus de 75, c'est pas mal et en EHPAD, c'est pas mal. La vraie question en EHPAD, plus que les personnes hébergées dans les EHPAD, c'est les personnels. Et y compris, on parle des familles, etc., les familles qui se rendent en EHPAD hein, pour voir le résident de leur famille, ce qui est tout à fait normal, bah, elles sont une porte d'entrée possible, si elles-mêmes ne sont pas vaccinées, du virus de la grippe dans l'EHPAD, quoi. Donc là où il faut plus insister, c'est auprès des personnels soignants de ces EHPAD, des personnels des EHPAD au sens large, mais aussi des gens qui viennent visiter ces EHPAD. On vient voir papy ou mamie en EHPAD, on a la grippe. Bah, la grippe, elle fait pas le tri après, hein. Tous ceux que vous croisez, vous risquez de les infecter. Et donc, même si c'est totalement inconscient, bien sûr pas volontaire, mais vous faites prendre un risque à ces personnes qui, elles, sont à haut risque de faire des complications graves de la grippe. Sachant que le vaccin diminue bien sûr la probabilité de faire la grippe, et c'est son intérêt, diminue encore plus la probabilité de faire une grippe grave, mais aucun vaccin n'est sûr à 100%, quoi, hein. Donc c'est toujours la conjugaison à la fois de cette couverture vaccinale qui fait que le virus circule peu, euh, qui à la fois vous protège et à la fois évite de vous mettre à risque d'être face à un virus qui, malgré le vaccin, peut de temps en temps exprimer quand même un peu de son pouvoir pathogène. Merci professeur. En plus de la vaccination, je crois qu'il est toujours important de rappeler aussi les règles. Par exemple, le port du masque, se laver les mains régulièrement. Je me souviens qu'en 2020, pour avoir travaillé dans un EHPAD, nous n'avons pas eu de cas de gastro de tout l'hiver. Tout à Et on fait. n'arrêtait pas de se laver les mains, d'utiliser la solution hydroalcoolique, de porter les masques. Les clenches des portes étaient lavées deux, voire trois fois par jour par les professionnels de nettoyage. Enfin, il y a aussi ces procédures-là qui sont à rappeler. Oui, tout à fait. Tous les gestes barrières, et il y en a un que vous n'avez pas cité, qui est le fait d'aérer, L'aération, oui. qui a souvent été oublié et qui marche très bien aussi. Donc,
l'hygiène des mains, le port du masque et le fait, quand on est dans un endroit un peu confiné, de l'aérer très régulièrement. Ça marche sur la Covid, ça marche aussi bien sur la grippe, hein. Donc, ces gestes barrières sont importants, mais pas suffisants quand on a un vaccin. Parce qu'il y a eu une étude nationale cette année qui a été faite autour de la vaccination antigrippale chez les personnes âgées et les raisons de la non-vaccination. Et un certain nombre ont répondu, moi je ne me vaccine pas parce que je mets en place les gestes barrières. Alors, d'abord, la fiabilité entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, c'est pas si simple. Et puis là, franchement, c'est ceinture et bretelles qu'il faut mettre, quoi. Il n'y a pas à dire comme j'ai mis un masque, je suis à risque zéro de faire la grippe. Ça, c'est une erreur. Gauthier a aussi posé une question et là je la lis comme elle a été posée. Concernant le fait de vacciner la population humaine, est-ce que cela permet de limiter la transmission de certaines maladies d'origine animale? Alors, non, pas en tant que tel. C'est-à-dire que les trois valences qu'on a dans le vaccin, cette année, H3N2, H1N1 et puis un virus B, n'ont rien à voir avec, par exemple, la grippe aviaire. Donc, on ne fait pas la grippe aviaire, donc on en est protégé par une barrière d'espèce, mais pas par le vaccin. Et la vaccination humaine contre la grippe humaine n'impacte pas l'évolution de la grippe aviaire. Par contre, à un moment, quand on avait une inquiétude de la grippe aviaire ou au début de la Covid, le fait que les gens soient vaccinés contre la grippe, si à un moment ils font une pathologie respiratoire grave, il est probable que ce soit autre chose que la grippe. Donc ça nous aide à la fois aussi en termes de diagnostic, de savoir ce à quoi les personnes sont le plus à risque d'être confrontées. Mais la vaccination humaine n'est pas délétère pour le monde animal, mais elle n'a pas réellement d'impact dessus non plus, quoi. Merci. Donc c'était la question qu'il y avait également dans le chat. Concernant des patients qui peuvent être inquiets, que répondrez-vous sur, on entend parfois que certaines personnes réagissent mal au vaccin contre la grippe. Comment savoir si je fais partie des personnes à risque? Non, il n'y a pas de... il y a- D'abord, il n'y a pas réellement de gens qui réagissent mal au vaccin contre la grippe. Il y a des gens qui, effectivement, diront, on m'a vacciné, j'ai eu mal au bras, ou on m'a vacciné le soir, j'ai eu un petit 38, j'ai pris 2 comprimés de paracétamol et c'est passé. Mais il n'y a pas d'effet secondaire grave de la vaccination contre la grippe et ils sont pas prévisibles. Donc, si vous avez un doute, vaccinez-vous, quoi. Et concernant les vaccins Covid, il y a plus d'effets secondaires? Alors, les vaccins à ARN, donc le vaccin Covid qu'on a aujourd'hui est un vaccin ARN, hein, le vaccin Pfizer, euh, la réactogénicité du vaccin est plus forte. C'est-à-dire qu'effectivement, la réaction immédiate au vaccin est statistiquement plus forte que la réaction à une vaccination grippale. Donc, il y a plus de gens qui sont, entre guillemets, pas bien quelques heures ou 48 heures après une vaccination ARN qu'après une vaccination grippale. Nous avions aussi rencontré Astrid, qui était cadre de santé, infirmière anesthésiste dans son parcours professionnel, qui nous a parlé de la vaccination de ses petits-enfants. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu l'importance, alors les vaccins obligatoires, la question ne se pose pas, mais y a-t-il des vaccins que l'on peut faire, que ce soit dans l'enfance et après, bien évidemment, dans l'adolescence? Bah, il y en a déjà beaucoup, hein. Les obligatoires pour les enfants, c'était 11. On a rajouté la méningite B. Puis en fait, la C qui était toute seule, on a ajouté le A, le Y, le W135. Ça fait quand même déjà beaucoup, beaucoup de choses. Puis après, on rajoute l'HPV. Bon, c'est un peu plus tard, mais il y a l'HPV. Donc, je pense que les enfants, dans le panel aujourd'hui des vaccinations dont on dispose, euh, on recommande à peu près tout ce qui est utile pour eux. Après, la vaccination contre la grippe peut être recommandée chez l'enfant s'il est lui-même à risque.
s'il est insuffisant respiratoire, etc. Il va faire partie des sujets à risque de moins de 65 ans pour lesquels on va recommander la vaccination. Après, la vaccination contre la grippe, si vous avez dans la cellule familiale quelqu'un de particulièrement à risque par rapport à la grippe et qui ne pourrait pas, pour une raison X ou Y, être vacciné, vacciner dans un effet, je dirais, cocooning, l'ensemble de l'entourage, y compris les enfants, pour que la probabilité qu'il ramène la grippe à la maison soit la plus faible possible, peut aussi se discuter. Professeur Rabot, je crois que je vous ai transmis les questions qui nous avaient été posées. Est-ce que parmi les gens qui suivent la conférence, il y a des personnes qui souhaitent intervenir? Une question dans le chat, y a-t-il plus d'effets secondaires chez les enfants et adolescents? Non, non. Non, non, il n'y a pas de... Je réfléchis parce qu'il y a plusieurs vaccins, hein. Il y a de plus en plus de vaccins. Certains... Alors, il y en a qui sont dosés différemment chez l'enfant et chez l'adulte, mais c'est plutôt dans l'autre sens. Par exemple, le vaccin contre la diphtérie qu'on a tous eu, quand on le reçoit dans l'enfance, la dose, entre guillemets, diphtérique qu'on vous injecte est plus forte que ce qu'on vous injectera quand vous êtes adolescent ou adulte, parce que la prise du vaccin nécessite des doses plus fortes et qu'à l'inverse, quand on est adulte, si on met une dose d'enfant, elle est moins bien supportée. Donc on peut être amené à modifier les doses en fonction effectivement de la réceptivité de l'autre. Mais pour la diphtérie, c'est un peu contre-intuitif puisque les grosses doses, c'est pour les enfants et les petites doses, c'est pour les adultes. Mais pour l'hépatite B, c'est l'inverse. Quand vous êtes petit, on fait genre Angérix B10, et puis quand vous êtes adulte, on vous fait l'Angérix B20. Donc ça dépend des pathologies, des vaccins et des études qui ont été faites et de ce qu'on a observé. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que Cédric, tu veux prendre la suite? Je ne sais pas s'il y a plus de questions. On rappelle que la conférence est enregistrée et que ça permettra aussi de répondre de façon différée et de faire un certain nombre, de reprendre un certain nombre de séquences de ce soir qui étaient fort intéressantes et de les diffuser séparément avec des questions séparées. Voilà, donc on réutilisera les questions-réponses de ce soir pour la suite de l'information qu'on fait sur la vaccination. Voilà, je ne sais pas s'il y a plus de questions, ben on va remercier les gens qui sont venus et qui ont assisté à la conférence. Je remercie beaucoup Christian Rabot hein, pour sa présence, qui était facile à convaincre et voilà, merci. Et voilà, et puis toute l'équipe qui a mis en place, qui a mis en place de façon très professionnelle ce webinar et qui, j'espère, est le premier d'une grande série avec de nombreuses thématiques que l'on souhaite aborder. Merci beaucoup, professeur Rabot. Eh bien, c'est moi, ben, je vous souhaite une bonne soirée. Voilà, merci à toutes et à tous. Bonne soirée et à bientôt. Au Bonne soirée revoir. à tous. Au Merci, au revoir. revoir. Merci, bonne Au revoir. soirée.